Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Tristan Mouze. Tristan Mouze est le fondateur de MarketMe. Pour ceux qui ne savent pas, MarketMe est une plateforme qui permet d'aider les jeunes à s'orienter et à réussir dans l'insertion professionnelle, que ce soit trouver des stages, de l'alternance et un peu le premier emploi. Aujourd'hui, tu as aidé plus de 500 personnes, 500 étudiants à réussir à aller dans le milieu du travail. Et aujourd'hui, on va revenir sur ta vie, sur ton parcours et comment tu as réussi à créer MarketMe et quels sont en fait les conseils que tu peux réussir à donner aux jeunes pour être épanouis dans leur milieu professionnel. Est-ce que ça te va? Super, Antoine. Ça Alors va comment bien. ça va toi? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Et le studio est chouette, donc ça fait plaisir. Parce que là, si tu peux expliquer un peu MarketMe aux gens qui nous regardent, c'est quoi MarketMe pour toi? Tu le définirais comment? Je définirais MarketMe comme une plateforme de développement professionnel Ok. pour les étudiants et les jeunes actifs qui permet justement à ce public cible de pouvoir quelque part prendre en main sa recherche et prendre en main presque son avenir professionnel. Mhm. Et aujourd'hui, MarketMe, le premier axe, ça a été focalisé évidemment sur le stage et l'alternance, donc aider l'étudiant et lui permettre d'être plus autonome et soutenu dans sa recherche d'entreprise. Et donc, ce que j'ai construit concrètement, c'est une méthodologie professionnalisante sur 6 niveaux qu'on pourra évoquer Parce ensemble. que j'ai marqué à 6 niveaux et après, je vais t'expliquer pourquoi ces 6 niveaux et comment tu crées cette approche-là. Ouais. Pourquoi ces 6 niveaux Parce que je me suis dit, tiens, un côté un petit peu gamification, un côté, ok, tu passes un niveau, un peu comme à l'époque où on jouait aux jeux vidéo, où tu as le boss de fin de niveau et du coup tu passes au niveau suivant. Et puis il y avait cette espèce aussi de quête de dire, ok, tu passes au niveau 2 quand tu as plus ou moins réussi le niveau 1. Et surtout, il faut que le niveau 1 puisse enrichir le niveau 2, en tout cas que tu puisses te resservir de ce que tu as vu et découvert et expérimenté dans le niveau 1, au niveau 2, etc., jusqu'au niveau 6. Et comment j'ai construit cette approche je crois que ce qui a drivé aussi la manière dont j'ai construit cette méthodologie, c'est que tu disais tout à l'heure justement que j'étais formateur. Et en effet, quand j'étais sur le terrain, donc avec mes étudiants, j'ai pris des temps parfois pour leur faire tester cette approche, pour leur proposer, pour l'expérimenter avec eux, pour avoir des retours aussi et voir finalement qu'est-ce que ça engendre derrière, qu'est-ce que ça génère. Et il y avait beaucoup ce truc qui revenait de dire ça génère de la motivation, ça développe leur curiosité et surtout ça leur permet presque de faire un pas de côté et d'agir autrement. Même parfois dans des cours, quand je faisais des cours autour du journalisme ou cours autour de l'écriture multimédia ou de la gestion de projet ou parfois aussi du marketing, je me rendais compte qu'en intégrant cette essence-là dans les cours, donc les faire passer à l'action, leur faire faire des choses concrètes, leur faire faire des mises en situation, leur faire imaginer comment résoudre une problématique à 5 ans en tenant compte de certaines choses qui sont importantes dans notre environnement, ça les mettait en mouvement, ça les faisait passer à l'action et du coup derrière ils en retiraient aussi une évolution personnelle. Et donc dans cette méthodologie que j'ai construite, j'ai voulu aussi amener ça et c'est ce qui fait que la diversité des contenus à l'intérieur, donc vidéo, exercices pratiques, Tu as des quiz. des quiz exactement, oui puisque toi du coup tu l'as. Ouais, j'ai expérimenté, mais c'est super bien. C'est cette diversité et cette approche systémique, donc de manière, pour moi je vois ça comme un système, tu vois, on pourrait prendre que le niveau 1 sur la personnalité, mais l'idée c'est d'avoir le niveau 1 sur la personnalité, le niveau 2 sur la motivation, le niveau 3 sur le projet personnalisé, 4 les démarches, 5 la visibilité, donc évidemment ça touche à LinkedIn et à d'autres manières de faire pour devenir visible, et le niveau 6 qui à mon sens est aussi important, pas uniquement quand on est étudiant d'ailleurs, mais aussi en tant qu'individu, c'est l'équilibre de vie. Comment on fait pour se détendre, toutes ces choses-là. Si ça te va, moi je te propose, c'est on explique que tu expliques les 6 niveaux et en quoi chaque niveau est important. Comme ça, par rapport aux jeunes, parce qu'il y en a qui vont se dire, moi je donne que du 1 ou que du 3, mais expliquer un peu le côté écosystème comme tu l'as expliqué. Du coup, déjà, tu as le premier niveau que tu as dit, c'est de connaître sa personnalité. En quoi aujourd'hui, après ça va paraître peut-être logique pour certains, mais en quoi connaître sa personnalité est importante. Parce que je pense que beaucoup, moi je le vois, beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, ils ne prennent pas le temps à faire ça. Tu vois, ils disent, bon, je me connais ou je ne me connais pas, mais ils n'ont pas cette introspection, ils prennent le temps de faire cette introspection, de savoir qui ils sont vraiment. Ouais, c'est partir, je pense, de cette base de qui on est. J'ai pas envie non plus de faire. Comment dire, on va pas forcément, parce qu'on
on se pose la question de qui on est, qu'on touche forcément au développement personnel, à une introspection permanente. Non, je pense qu'il faut vraiment dissocier cette approche-là, mais simplement, c'est une base sur laquelle on peut se positionner. Le test de personnalité reste un outil. Ça te donne des tendances de ta personnalité. Ça permet de se redécouvrir ou d'apprendre à mieux se connaître. Mais encore une fois, comme je l'évoque dans ce niveau 1, oui, c'est important de passer un test de personnalité, oui, c'est important d'en comprendre les résultats, mais ces tendances, elles sont valables dans un instant T, elles sont valables aussi pour soi, évidemment, mais elles peuvent évoluer. Et c'est des indicateurs. Quel milieu tu as vécu, tu as grandi, où tu vis aujourd'hui, voilà. Ça va le changer complètement. Voilà, exactement. Et puis en fonction de ce que tu vivras aussi dans le futur, exactement, et puis par rapport à tes expériences, tes interactions. Et donc c'est ce qui fait que, oui, c'est important de passer un test. Oui, c'est important de comprendre ses émotions, de comprendre comment on peut aussi, à travers notre entourage, apprendre à mieux se connaître, tu vois, parce que ça, c'est hyper important. Cette méthodologie, elle est construite évidemment sur ces 6 niveaux, mais dans ces 6 niveaux, ce n'est pas uniquement l'étudiant avec ce qu'il découvre, c'est aussi l'étudiant pour le faire passer à l'action, mais au-delà de le faire passer à l'action, c'est être en interaction avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Okay. Et c'est cette approche aussi systémique et qui, moi, me paraît presque spontanée dans la mesure où on s'en rend compte au quotidien. Toi et moi, on interagit. Avant que j'arrive ici, j'ai interagi avec mon environnement et puis avec moi-même, de me dire tiens, à l'interview, ça va se passer comme ça va être sympa. Donc, il y a une forme de visualisation. Et évidemment qu'on ne contrôle pas tout. Et ça, c'est aussi hyper important et ça fait partie du niveau 2. C'est que on ne peut pas avoir le contrôle sur les choses. En tout cas, on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir contrôler ce qui va se passer ou contrôler l'autre. Est-ce que le niveau 2, c'est quoi? C'est la motivation, c'est ça? Le niveau 2, c'est sur la motivation. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le niveau 2? Ouais, bien sûr. Le niveau 2, sur la motivation, pareil, la motivation, on pourrait se dire, mais il y a des fois où je ne suis pas motivé et des fois, au contraire, où je suis hyper motivé. Ça paraît simple, mais la raison, c'est que quand on est hyper motivé, c'est que le truc qu'on va faire ou la chose qu'on projette, elle génère quelque chose qui nous donne envie de le faire, tout simplement. Et quand on n'est pas motivé ou quand on est démotivé, c'est parce que soit le projet va être trop lourd ou que la tâche va être trop lourde, ou peut-être trop ambitieuse et qu'il faudrait éventuellement la découper. Et donc c'est ce que je propose aussi de faire dans ce niveau 2, de se dire ok, peut-être que la stratégie des petits pas a plus de sens que peut-être tout de suite vouloir atteindre ou réaliser ce projet-là, alors que finalement, en le décomposant et en faisant un pas de côté sur la manière dont on pourrait aller au bout de ce projet, peut-être que ça va générer cette motivation. Et donc, il y a aussi le point important sur motivation intrinsèque ou extrinsèque. Est-ce que c'est une motivation qui est plus en nous ou quelque chose qui se génère de ce qu'on peut avoir comme objectif? Par exemple, un commercial, la commission qu'il va pouvoir récupérer à la fin du mois, c'est plus quelque chose d'extrinsèque parce que c'est quelque chose qui va le driver, un petit peu comme on pourrait dire la carotte. Ouais. Et pour finir sur ce niveau 2, il y a quelque chose aussi que j'aborde qui est le contournement opérationnel ou en tout cas le contournement, et là ça fait allusion à la stratégie ou en tout cas à l'approche stratégique chinoise aussi en l'occurrence, c'est de dire quand on est face à un mur, y aller, y foncer, y mettre un coup de tête, souvent c'est plutôt la tête qui a mal, le mur lui il bouge pas. Et donc l'idée de se dire ok ce mur qui a face à nous, peut-être qu'on peut l'éviter parce que le mur il n'est pas non plus tout autour de nous. On a l'impression parfois parce qu'on a des œillères qu'on est face à un mur en l'occurrence, et en fait on peut se rendre compte que parfois en se défocalisant de cette problématique ou de ce qui fait face et qui nous pose problème, on peut le contourner. Et du coup c'est un peu l'approche stratégique de dire parfois pour atteindre un but il faut l'abandonner, et au-delà de l'abandonner, ça ne veut pas vouloir dire l'abandonner pour toujours, mais faire un pas de côté, et puis se décentrer, notamment sa vision, pour l'élargir et pour avancer mieux finalement. Ok. Et après, du coup, on passe ensuite au niveau 3, une fois qu'on a compris la motivation. Et du coup, c'est quoi le niveau 3 c'est... Le niveau 3, c'est sur c'est le projet personnalisé. Okay. Donc, c'est le projet de l'étudiant. Refaire un point sur les compétences, les qualités qu'on peut avoir, aussi les aspirations, les expériences par lesquelles on est passé, les études qu'on a pu faire. Même les expériences au sens large, bénévolat, le 4L Trophy, pourquoi pas, un job étudiant, si on a été scout, enfin toutes ces choses-là, et venir faire un espèce de presque une rétrospective de sa vie et presque un point en mode ok, finalement dans ces expériences j'ai peut-être développé telle ou telle compétence, j'ai peut-être telle ou telle qualité, toutes ces choses-là pour venir les mettre en forme
Et surtout, au-delà d'avoir cette vue d'ensemble, c'est de se dire, faire presque des phrases avec des verbes d'action en disant, tiens, quand j'étais scout, j'ai peut-être développé une forme de responsabilisation ou qu'en tout cas, je peux encadrer un groupe d'enfants ou je peux encadrer. Et donc, ces choses-là qui donc se matérialisent par, ok, j'ai telle expérience, ok, j'ai vécu ça, mais c'est bien de le dire, mais derrière, qu'est-ce que concrètement j'ai comme compétence ou qu'est-ce que concrètement j'ai développé comme capacité. Et ces choses-là, après, ça contribue aussi à mieux nous connaître, parce qu'une fois qu'on a pu faire ce point, qu'on a pu aussi, et c'est ce que je propose à travers le miroir socio-professionnel, c'est un outil que j'ai construit, qui permet à l'étudiant, ou en tout cas aux jeunes, d'interagir avec son entourage et de recueillir la manière dont il est perçu par son entourage. Donc c'est des questions à poser qui permettent, des questions assez simples, mais voilà, si tu devais me recommander, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi et donc l'idée c'est d'aller voir soit des anciens maîtres de stage, soit pourquoi pas des collègues de promo, soit des personnes... des amis, la famille, Ouais, en fait, exactement. de voir en fait quelle est la vision que nous on projette aux gens. Exactement. Voilà, voilà, c'est vraiment... Encore une fois, c'est faire un pas de côté, quoi. Dire, tiens, et moi je l'avais fait justement quand j'ai construit cet outil, je ne savais pas que j'allais construire cet outil, mais je l'ai fait et je me suis dit, tiens, cette démarche, cette approche, elle m'a appris des choses sur moi, alors qu'on pense se connaître, on pense... Et en fait, elle m'a appris des choses sur moi et surtout la manière dont les autres pouvaient me percevoir ou pouvaient, peut-être me dire que j'avais telle ou telle capacité. Et du coup, ça fait réfléchir, tu te dis, ah ouais. Après, tu peux parfois être d'accord ou pas avec certains traits, mais en tout cas, ça te permet de prendre un peu de recul et c'est ça qui est enrichissant. Ok. Donc on passe après au prochain niveau, une fois qu'on a fait ça, et c'est lequel? Niveau 4, Niveau 4. les démarches. Démarche. Et là, on est toujours de manière un petit peu crescendo, on est de plus en plus sur de la mise en pratique et du passage à l'action. Le niveau 4, on pourrait dire que c'est le niveau qui est presque le plus, à la fois le plus challengeant, mais surtout où le passage à l'action, il est max. Okay. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre évidemment le contexte du stage et de l'alternance. Donc, quand je dis comprendre, c'est de dire comprendre son environnement dans lequel on va s'intégrer. Même premier emploi, ça marche aussi. Oui, évidemment, même premier emploi, ça marche aussi. Et derrière, de se dire, ok, il existe les offres qu'on peut trouver sur Internet auxquelles on va répondre avec lettre de motivation, avec CV. Mais ça, c'est ce qui est fait de manière traditionnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Et du coup, tout ce qui est candidature spontanée, prise de contact spontanée avec des professionnels, sans forcément venir en mode bonjour, je cherche une alternance, est-ce que vous auriez... Non, mais de faire encore une fois, comme on va contourner, ou en tout cas on va faire ça de manière un peu plus subtile, un peu plus stratégique, de faire des prises de contact, qu'elles soient directes en proposant ou en demandant s'il y a une opportunité, mais indirectes aussi, en voulant en apprendre un peu plus sur ce professionnel, en voulant discuter avec lui, en voulant comprendre le contexte de ce métier-là. Parce que l'idée, c'est aussi que ça peut être cette approche-là de développer son réseau, de rencontrer des personnes. Même si on contacte un professionnel et qu'il n'a pas forcément une opportunité pour nous, ça fait une personne de plus dans notre réseau et ça fait surtout des informations et une forme d'enrichissement du métier que ce professionnel fait et qui du coup peut nous apporter. Et donc dans ce quatrième niveau, évidemment qu'il y a prendre contact et passer à l'action, mais il y a aussi s'entraîner sur son propre pitch, le pitch de soi. Ouais. Peut-être que tu t'en souviens, mais de se dire, notre parcours, il faut essayer qu'on le résume en 2 à 3 minutes, quoi. Ouais, c'est un peu... les gens, ils n'aiment pas se vendre. Je trouve qu'on le dit beaucoup, genre, ouais, je suis entretien, j'aime pas. Mais en fait, le fait de se vendre, c'est pas négatif. C'est juste que je pense que c'est aussi la culture française où se mettre en avant, c'est mal vu. Tu vois, et du coup, en fait, c'est pas négatif de dire ce qu'on fait, c'est bien. C'est pas dire on est le meilleur, on est mieux que les autres, c'est de dire nous, ce qu'on est et ce qu'on fait, on est content de le partager aux gens. Ouais. Et c'est comme ça, moi, j'aime bien le voir, le côté pitch, le côté de faire entretien et de parler de soi. Ouais, tout à fait. On pourrait se dire, tiens, c'est prétentieux, parce que voilà. Et ça m'est arrivé, et ça t'est peut-être arrivé, et ça arrive, à mon avis, à tous les jeunes et même les moins jeunes. À tous les jeunes à tous les jeunes et aux moins jeunes de parfois apparaître comme prétentieux. Sauf que savoir parler de soi et savoir se vendre sans non plus trop en faire, évidemment, parce qu'après, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est une qualité, c'est une capacité qu'on a, comme un entrepreneur qui a besoin de pitcher son projet en 1 minute, 1 minute 30, comme qui veut être mon associé le mercredi soir. Moi, je suis friand de cette émission parce que ça permet aussi de voir la manière de penser des investisseurs, de voir comment les entrepreneurs pitchent leur projet, tout simplement. Et ça fait partie, le pitch de soi, c'est un exercice qui peut
finalement, qui est transposable à n'importe quel type de fonction ou n'importe quel, même un comédien, même, n'importe qui peut apprendre à se présenter, à retranscrire, à partager l'essence même de qui il est à travers cette structure-là qui est de parler des différentes étapes qu'il y a dans On ce va pas en dire pitch. plus parce qu'après, il faut laisser un peu le côté des gens qui ont envie de prendre et voir ce qu'il y a. On va juste essayer aussi passer sur le 5 et le 6, comme ça on aura fait un peu le tour des 6 niveaux. Donc le niveau 5, ça consiste en quoi? Le niveau 5 concerne la visibilité et la présence en ligne. Visibilité, Moi, je pense aujourd'hui, c'est peut-être le plus important. Je pense, pour moi, de mon point de vue, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui, cette visibilité, de montrer ce qu'on fait. c'est ce que peuvent en dire aussi les utilisateurs quand on ait fait ce niveau, alors le 4, mais aussi et peut-être surtout le 5, parce qu'il y a on parle de personal branding, de marque personnelle, on parle qu'il faut être présent en ligne, il faut avoir de la visibilité, il faut arriver à se différencier. Et un peu comme un beau produit avec un beau packaging, il faut réussir aussi à nous-mêmes être un beau produit avec une bonne manière de se Ce niveau 5 qui touche évidemment la visibilité sur LinkedIn. Mais il n'y a pas uniquement à se faire un beau profil, à mettre ce qu'il faut comme information, etc. Il y a aussi comment tu utilises LinkedIn, quel type de post tu fais, quelle ligne éditoriale, si tu veux aller un peu plus loin, tu te crées. Qu'est-ce que tu partages comme contenu? Est-ce que plutôt pour ta crédibilité, ta légitimité, simplement, tu vois, pour... Parce que je voudrais bien savoir, c'est que tu vois, moi je n'utilise pas trop LinkedIn, vraiment, c'est un truc que j'ai un peu délaissé. Et je me dis, tu vois, on est par exemple sur Insta. Sur Insta, on va partager ses vacances, ce qu'on fait comme activité, etc. Et je me dis, est-ce que LinkedIn, c'est quoi la différence? C'est quoi la barrière qu'on doit se mettre? Tu vois, je me dis, est-ce que je dois mettre que du pro? Est-ce que je dois mettre du perso? Comment, tu vois, genre, est-ce que tu as deux, trois astuces? Comment toi tu vois LinkedIn? Il y a un tas de contenus sur LinkedIn, je pense que tu as dû le voir. Il y a les posts inspirants au sens propre. Il y a les posts qui, à la base, sont faits pour être inspirants, mais qui Là, je finalement... parle vraiment pour les étudiants. Tu vois, genre, tu es Ouais. étudiant, tu vois, je me dis, je suis étudiant, il faut que j'aille sur LinkedIn, tu vois, qu'est-ce que je fais? Tu vois, genre, est-ce que je me dis, genre, ouais, la semaine dernière, j'ai mangé un truc hyper bon dans ce restaurant-là, je vous le conseille. Est-ce que tu vas me partager ses vacances? Est-ce qu'ils ont fait une activité, genre une asso, est-ce qu'ils vont le partager? Comment un étudiant peut se mettre en marche sur LinkedIn, tu vois? Parce qu'ils n'ont pas forcément aussi de grands projets pro. Du coup, on va se dire, bah, j'ai rien à mettre, moi, j'ai rien fait de pro. Ouais. Tu vois, genre, je suis étudiant, à part dire, j'ai fait cette école-là ou je suis dans cette école-là, qu'est-ce que je fais? Il y a un tas de manières de faire, mais si on devait aller à l'essentiel, par exemple, je reprends ton exemple du restaurant. Je sais pas, tu es un étudiant en graphisme, tu es allé dans un restaurant, tu as bien mangé. Si tu cherches un stage ou une alternance, tu peux très bien te dire, ok, je vais faire un post en mode retour d'expérience de ce que j'ai trouvé de la présentation, du cadre, de l'ambiance, de la manière dont j'ai vécu l'expérience. Et pourquoi pas aller plus loin, peut-être en proposant des axes sur comment la food pourrait être mise en avant d'une autre manière sur les réseaux sociaux, ou comment ce plat-là, menu du jour, pourrait être... Enfin, tu vois, c'est de se dire, ok, valoriser quoi. D'accord, en fait, c'est comment tu peux lier ta formation, ce que tu fais, Ouais. à ce que tu vis. Ouais. Par exemple, oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, le graphique, oui, je veux dire, tu fais un événement, à travers l'événementiel, tu peux donner un retour sur l'événement, de quand tu as vu, comment il s'est organisé, comment il est. Tu fais de l'audiovisuel, tu vas voir un film, t'expliques en quoi le film il est intéressant. Exactement. Tu vas aller chercher. Après, je pense que par exemple, tu es en certains métiers plus bureautiques, tu vois, comme RH, comptable, c'est vraiment des métiers qui sont plus compliqués à mettre en avant. Comment tu ferais pour ce genre de métier? Ouais, on peut se poser la question, par exemple, pour un comptable. Un comptable, tiens, comment il pourrait... Parce que je me dis, tout le monde ne fait pas des métiers. Tu vois, nous, on a de la chance, c'est qu'on fait des métiers qui sont visibles. Tu vois, genre aujourd'hui, on veut chercher un CV, on cherche un boulot, on va montrer ce qu'on a fait concrètement. Tu vois, tu as des métiers où c'est pas forcément visible ce que tu fais. Dans le recrutement, c'est pas visible. C'est impactant, mais c'est compliqué à le vendre, surtout si tu n'as pas d'expérience là-dedans. Ouais. Oui, non, mais tu as entièrement raison. Et tu vois, on va rester sur cet exemple de comptable, ou en tout cas quand tu fais une formation pour devenir comptable, si tu cherches une entreprise ou si tu veux, parce que tu as quand même certaines compétences, si tu veux les montrer, tu peux très bien utiliser un outil qui te permette de capturer ton écran d'ordi, d'aller sur Excel. Je prends Excel parce que c'est, je pense, un peu l'outil phare. L'outil phare des personnes qui sont dans la comptabilité et autres. Et tu peux très bien montrer comment toi tu fais pour faire un tableau croisé dynamique rapidement avec peut-être différentes fonctions et de joindre ça avec, je sais pas, une automatisation si tu arrives à le faire. Okay. Et tu filmes ça, même si c'est 30 ou 40 secondes. Et évidemment, le faire une fois sans stratégie éditoriale,
les gens vont dire, bah tiens, pourquoi il partage son écran et qu'il montre qu'il sait Ouais. faire ça, tu À vois. part ça buzz, c'est un coup de chance, mais sur le atteint, tu dis, c'est bizarre, il est chaud ce mec. Ouais, ouais, voilà. Ouais, et puis du coup, tant mieux, s'il y en a qui disent il est chaud, Ouais. bah du coup, ça a provoqué l'effet Bien sûr. escompté. Et donc, voilà, ça peut être ça, ça peut être pour quelqu'un qui sera en RH, bah, ça pourrait être peut-être de suivre une émission. Alors, on va peut-être pas reprendre qui va être mon associé, mais je sais pas, une émission de télé, un truc comme Zone Interdite ou autre, par exemple, et d'essayer, en fonction du sujet ou en fonction de la thématique, d'analyser ça au prisme des ressources humaines, des relations Mhm. humaines, tu vois. Est-ce qu'il y a. Ouais, c'est toujours d'essayer de trouver un petit lien qui fait que ça peut être assez visible. Exactement. Et toi, c'est quoi la limite que tu mettrais un peu au côté entre LinkedIn, tu vois, parce que LinkedIn, ça reste quand même assez pro, entre le côté pro et perso. Est-ce que les jeunes peuvent parler un peu de leur expérience personnelle, de ce qu'ils font de leur vie et tout, ou est-ce qu'il faut qu'ils restent assez pro là-dedans? Et comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Moi, j'aurais une tendance quand même un peu plus à caractère professionnel. Mhm. On pourrait dire 75% pro et 25% perso. Ça reste des stats et de la répartition, mais je pense que LinkedIn est avant tout un réseau social professionnel. Maintenant, à titre perso, s'il y a certaines publications, certains contenus qui peuvent être intéressants, par exemple, je sais pas, un road trip qui aurait permis à l'étudiant voilà, de peut-être raconter quelque chose d'inspirant, une rencontre ou découvrir une culture ou autre, ça Mhm. peut être complètement OK de faire un post et de le partager sur LinkedIn. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être passer à un niveau méta, tu vois, sur OK, quel type de contenu il faut que je publie et surtout dans quel but, ou en tout cas, est-ce que pro, est-ce que perso, est-ce que l'un ou l'autre. C'est plus dans quel but plus global, tu vois. Est-ce que je publie pour trouver. En fait, ça va être question de but à atteindre ou d'objectif. Mhm. Et c'est ce qui fait que je pense que tout peut avoir un sens si ce contenu ou si ce qu'on partage, c'est au service de ce but à atteindre ou en tout cas de Ok. cette chose à partager. Parce que moi, je vois un truc, c'est que là, les gens peuvent se dire, en fait, LinkedIn, c'est un peu un recel d'ego. Genre, c'est un peu montrer ce qui a le plus d'ego. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Globalement, oui. Mais pour parler de mon utilisation perso, par exemple, toutes les publications que je vois qui peuvent me gonfler, je vais simplement sur les trois petits points au niveau de la publication en haut à droite et je fais voir moins Mhm. où ce sujet ne m'intéresse pas. Mhm. Et c'est ce que j'encouragerais à faire pour, en tout cas aux utilisateurs qui n'ont pas envie de voir spammer leur feed. Mhm. Ce serait dès que tu vois un contenu qui ne te plaît pas, voilà, tout simplement, moi ça me plaît pas. Et du coup, comme ça, je personnalise mon feed. Mhm. L'algo comprend que ça m'intéresse pas. Et du coup, il m'envoie plutôt des contenus qui m'intéressent, parfois des nouveaux, parce que dans leur répartition, il y a aussi des nouveaux contenus qui sont publiés à chaque Mhm. utilisateur. Mais l'idée, c'est plus ça. Et en effet, pour reprendre ce que tu dis, oui, c'est de l'ego, mais le mais, c'est que si tu personnalises ton feed, t'en as de moins en moins de ça. Ok, Surtout si ouais. ça t'intéresse pas, tu vois. Mhm. Ok. Et alors, maintenant, si on passe au dernier level, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Dernier level, ouais. Dernier level sur l'équilibre de vie. Parce Euh, que là, c'est vrai que c'est important. C'est que on a un peu. Alors, si moi, je parle de mon expérience. C'est que pour moi, il y a deux extrêmes. C'est que soit tu es entrepreneur et ton rythme de vie, c'est full taf. ouais. C'est un peu ça, et tu n'arrives plus à séparer les deux. Soit tu es salarié et tu cherches un boulot juste peinard. Et en fait, ton rythme de vie, c'est que le perso. Et ton pro te sert juste à pouvoir payer ton perso, tu vois. Mm. Comment tu peux expliquer ça et comment tu vois ce côté, cette importance d'équilibre? Comment je le vois, au-delà même de le voir, j'essaie de le vivre aussi parce que c'est clair que, comme on dit, en tout cas ce que je propose dans la méthodologie, j'essaie de l'appliquer aussi à titre perso pro, même si les deux sont imbriqués comme tu viens de le dire, puisque c'est un équilibre à trouver. Euh, Déjà dans ce niveau-ci, je sensibilise aussi aux maladies professionnelles. Mm. On en parle de plus en plus depuis peut-être une dizaine d'années, mais le burn-out, La dépression, le burn-out. la dépression évidemment aussi, mais il y en a d'autres. La perte de sens, Mm. l'épuisement professionnel qui est en lien avec le burn-out. Il y a aussi le fait de se poser la question, mais tiens, en fait, je viens tous les jours au travail, mais pourquoi je fais ça? Mm. Et surtout de se sentir en fait qu'on peut être parfois peut-être surqualifié vis-à-vis de ce qu'on fait. Mm. Et ça aussi, à la longue, c'est comme si on est en permanence en troisième et qu'on passe pas à la Ah, c'est quatrième. frustrant et Ouais, ça peut faire chauffer le moteur et même le faire exploser complètement, tu vois. Je me pose la question du coup, est-ce que tu vois, est-ce que c'est nous, notre génération qui est plus faible parce qu'on entend beaucoup plus parler, ou est-ce que c'est le fait qu'avant on n'en parlait pas mais ça existait ou que nos parents ils l'acceptaient, tu vois, ce côté de ils étaient fatigués, c'était pas bien, mais ils acceptaient ce travail-là parce que c'était comme ça, tu vois. Toi, tu le vois comment aujourd'hui? Ouais.
Voilà, je t'ai mis une question. Ouais, on dirait que je suis en train de... Non, c'est une très bonne question et j'y réfléchis et je lève les yeux parce que je me dis que c'est très complexe et surtout ça touche au contexte aussi sociétal de l'époque. Ouais. En effet, on se posait peut-être moins la question de notre bien-être il y a 30 ou 40 ans. Et pourtant, il était présent, ce bien-être ou ce mal-être, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que avant, les personnes avançaient plus malgré cette souffrance ou malgré ce qui pouvait se passer. Et il y en avait peut-être une minorité, une petite partie qui, à un moment, soit disjonctait et du coup, là, c'était trop tard, soit arrivait à dire, non, tu vois, quand on entend crise de la quarantaine ou choses comme ça, parfois, c'est qu'en fait, pendant des années, on avance. C'est vrai que et après... peut-être le cri de la quarantaine, c'est plus un sorte de burn-out qu'on fait ou peut-être c'est vu différemment à l'époque, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être lié à ça, en fait. Aujourd'hui, on entend moins une crise de la quarantaine, crise de la trentaine. Aujourd'hui, on entend plus burn-out, dépression, alors que peut-être que c'était ce côté-là de l'époque. Ouais, et puis tu vois, je crois que le burn-out, en fait, c'est simplement une conséquence du fait que la société, de la manière dont elle est construite, c'est à savoir toujours faire plus, toujours produire plus, être performant et en permanence optimiser notre temps, optimiser notre manière de faire, optimiser au quotidien. Celui qui va courir, il optimise, il regarde combien de temps il a mis. Celui qui va faire une autre activité, par exemple, qui va même dormir, maintenant tu as une bague ou tu as une montre, en fait, tu as un tas de choses pour voir, les sommeils profonds, sommeil paradoxal, toutes ces choses-là. Donc c'est tout le temps optimisé pour s'améliorer. Ça fait presque penser à une machine, tu vois. On optimise comme les machines, on s'optimise, donc presque on devient des machines. Pourquoi je fais ce lien-là, c'est qu'en fait, le burn-out, finalement, c'est une conséquence logique. À trop vouloir pousser notre machine, notre corps, à trop vouloir aller, notre corps et notre esprit d'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, on disjoncte. Et du coup, on s'épuise, et c'est même au-delà qu'on s'épuise, c'est que c'est blackout, quoi. C'est chaos technique. Ouais, je pense que tu as ça et tu as aussi le côté de l'environnement du travail. C'est que si tu optimises, mais derrière, tu as cette récompense-là, tu as ce côté de que ça soit financier, que ça soit en termes d'avantages ou en termes de reconnaissance, ça va encore. Ouais. Et si on te force à faire ça sans reconnaissance ou en te cassant en deux, je pense que c'est là où ça peut vraiment te foutre dans un burn-out bien comme il faut. Ouais, ça fait complètement lien en effet avec la satisfaction de soi-même, de ce qu'on a comme travail, mais aussi de la reconnaissance que l'autre, en tout cas que l'autorité, à savoir le N+1 ou la personne dans notre équipe, va pouvoir aussi tout simplement souligner. Parce qu'en fait, c'est normal pas de se sentir gratifié, mais en tout cas de se dire, tiens, c'est chouette, on m'a fait un feedback, quoi. On m'a fait un retour sur ce que je viens de produire, ou en tout cas ce que je viens de faire. Et en effet, les personnes après qui arrivent à ce stade-là, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas ces retours-là, et du coup, il y a une forme la flamme intérieure qui s'éteint, tu vois, on n'est pas nourri, quoi. Du coup, là, tu as à peu près expliqué les six niveaux.